Je vous demande d'accueillir Mathieu Causse, président de l'Association pour la santé de la terre et du vivant. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Donc je suis Mathieu Causse, éleveur de vaches au brac à Bozoul dans le Nord-Aveyron. Utilisateur des technologies Marcel Mézy, donc bactériolite et bactériosol, depuis bientôt 40 ans. Alors vous me direz 40 ans, j'ai commencé jeune. Mon père avant moi avait commencé. Donc je suis aussi président de l'association pour la santé de la terre et du vivant. Alors l'association de la santé de la terre et du vivant, c'est quoi? C'est la rencontre de 3 agriculteurs au départ, puis un groupe qui s'est enrichi, agrandi, et qui se sont posé des questions, à savoir, on a une méthode différente de produire, comment on peut le faire savoir les effets bénéfiques que cela peut avoir sur l'environnement, sur la qualité de nos produits, sur notre santé à nous et sur la santé du consommateur. Cette réflexion a abouti à l'automne 2015 par la création de notre association, et puis au mois de mars, une conférence inaugurale donc en Aveyron, en Nez-le-Château, qui a rassemblé plus de 600 personnes. Donc vu l'engouement suscité, on s'est dit qu'on avait le devoir d'expliquer ce qu'on faisait et de réitérer un peu partout en France ce genre d'initiative, ce genre de soirée. Donc on a refait une soirée le 26 octobre 2017 à Rodez, qui a réuni cette fois, il y avait 800 personnes, donc des agriculteurs, des consommateurs, des gens simplement intéressés par ce nouveau message, cette nouvelle forme d'agriculture, qui, comme l'a dit Mathilde, est une nouvelle voie ouverte. On n'est pas là pour stigmatiser un type de production, mais pour dire qu'on a une autre façon de faire, garante pour l'agriculteur de résultats économiques performants, prouvés, attestés, qui ne sont pas à remettre en cause, garante pour l'environnement et notre terre de bientraitance, si le terme est adapté, de ne pas détruire nos sols, et garante pour le consommateur d'avoir des produits de qualité à disposition, protégeant sa santé. Alors ça, vous me direz, c'est beau, mais comment le faire valoir? Eh bien, on s'est dit qu'il va falloir mailler le territoire, faire de plus en plus de réunions, faire passer ce message et s'appuyer de toutes les bonnes volontés des consommateurs voulant écouter ce message, puisque c'est vraiment une main tendue d'agriculteurs auprès des consommateurs, et sans le consommateur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, puisque c'est par les actes de consommation, c'est par nos actes de quotidien, et nous sommes tous consommateurs. C'est par nos actes au quotidien que nous avons le pouvoir, aussi insignifiant ça puisse paraître, nous avons le pouvoir de changer les choses. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle façon, une nouvelle agriculture basée sur les technologies de fertilisation par les micro-organismes. C'est une nouvelle voie. J'ose espérer que le fait que Marcel ait été un précurseur puisse engager dans ce sillon tracé beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie, puisque je pense que c'est une alternative extraordinaire à l'agriculture telle qu'elle est pratiquée ou telle qu'on nous a enfermés avec une utilisation systématique de pesticides et de recours à la pétrochimie pour garantir des rendements qui ne cessent de baisser vu l'appauvrissement de nos sols. Alors je vais peut-être être guère plus long, mais je vous le redis, l'association a pour but de rassembler donc des paysans, des consommateurs, des scientifiques, des gens qui puissent partager et porter ce message. Une nouvelle forme d'agriculture existe. Performante économiquement, capable de nourrir la population, contrairement à ce qu'on nous fait croire, qui peut arriver à la diminution, voire la suppression de produits phytosanitaires, en gardant des niveaux de performance parmi les plus élevés. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention et j'espère que le débat
après sera... enfin, les échanges seront nombreux. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Et du coup, on va laisser la parole donc, à Monsieur Paul François. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de partager le côté impact sur la santé et des pesticides au niveau aussi agriculteur avant d'évoquer celui des consommateurs. On pense toujours souvent à tort que ça n'arrive qu'aux autres. Je pense que le parcours de la personne qui va prendre la parole aujourd'hui mérite toute votre attention. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Paul François. Bonsoir à toutes et à tous, et puis pardonnez-moi d'avance, je n'ai plus de voix et chez moi c'est un handicap parce que c'est une des rares choses que je sais à peu près faire, c'est m'exprimer oralement. Merci de m'accueillir, et je suis un petit peu ému en écoutant ce que vous avez dit, Mathilde, et puis ce que tu as dit juste avant, parce que ça me renvoie... Ça commence mal, ça me renvoie à des réalités de ma vie. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai 54 ans et dans les années 90, tu m'aurais bien fait rire avec ton discours de micro-organismes dans le sol. Je t'aurais expliqué ce que moi j'avais appris, c'est que le sol est un support, il suffit de lui donner à manger et les plantes pousseront toutes seules dessus. Et on m'avait aussi expliqué quand j'ai quitté l'école d'agriculture en 1982, en l'an 2000, les gens n'auront plus le temps de se nourrir, il suffira de prévoir vitamines, protéines dans des pilules, ils avaleront ça, c'était Odyssée, c'était le film de 2001, l'Odyssée de l'espace, quelque part, on pensait que c'était de la science-fiction, mais on nous le présentait de cette façon-là. Donc j'étais pas du tout sur ce que tu viens d'expliquer. Si vous le voulez bien quand même, je vais un petit peu en préambule expliquer d'où je viens, qui je suis, d'où je viens avant d'en être arrivé à vous témoigner avant de dire ce qui m'arrive aujourd'hui et pourquoi je défends un autre modèle agricole. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai 54 ans, je suis devenu agriculteur un petit peu par défaut, tout simplement parce que avant d'être en révolte contre une société qui s'appelle Monsanto, j'étais déjà en révolte contre l'école. Et tellement bien révolté que j'ai redoublé 3 fois avant la 5e. Je peux vous dire qu'il faut être motivé, mais j'étais motivé. C'est mon parcours, c'était voilà, donc en 5e, mes parents étaient un peu désespérés. Moi j'étais le numéro 5 d'une famille de 6 enfants et mes parents m'ont proposé, un peu forcé d'ailleurs, mais de rentrer en maison familiale rurale. Ce qui me plaisait bien dans ce système-là, c'est que j'allais à l'école une semaine sur 2, et l'école vue comme ça me plaisait bien. Donc, mais j'avais pas du tout envisagé de devenir agriculteur. Mais chemin faisant quand même sur l'exploitation, même si c'était difficile avec mon père, mais je ne lui rendais pas la vie facile non plus. En tous les cas, j'ai appris un métier très vite, et très vite je suis devenu passionné par ce métier. Donc j'ai fait ce parcours agricole de 78 à 82, donc vous voyez, je ne suis pas resté bien longtemps, et à l'époque il fallait un brevet professionnel, ceux qui ont mon âge et qui sont agriculteurs vont se reconnaître, un brevet qui était suffisant pour pouvoir s'installer et prétendre aux fameux prêts aidés jeunes agriculteurs. Et ça me plaisait bien aussi que de ne pas, si on m'avait demandé d'avoir un bac ou autre, j'aurais été bien ennuyé. Je suis venu sur l'exploitation en 82, enfin je suis sorti de l'école. Très intelligemment, mes parents et mon père en particulier me dit tu peux pas. Alors j'ai eu le service militaire, mais ça a fait comme à l'école, ils m'ont mis dehors dès le premier jour. Et donc papa a estimé que j'avais pas forcément, c'était pas sain que j'arrive directement sur l'exploitation, et comme un accord je suis parti travailler ailleurs. L'objectif était de partir à l'étranger, malheureusement ça n'a pas pu se faire, mais j'ai travaillé un peu partout en France, sur des exploitations agricoles, mais aussi dans des sociétés de production de semences, qui était un petit peu notre spécialité. Alors j'ai oublié de dire que l'exploitation, mes parents étaient immigrés, migrants vendéens en 1952, ils sont arrivés du nord de la Charente, j'ai quand même oublié de préciser d'où je venais. Donc je suis au-dessus d'Angoulême, à mi-chemin entre Angoulême et Poitiers, tout à fait au nord de la Charente, un village qui s'appelle Bernac, à côté de Ruffec, et sur une plaine céréalière. Enfin à l'époque c'était pas céréalier d'ailleurs. Donc ferme de polyculture élevage, papa avait monté au fur et à mesure depuis 52 cette exploitation. Il est arrivé, il disait souvent, il était arrivé avec sa moto, il n'avait rien.
et 10 hectares, 20 hectares, et l'exploitation faisait 75 ou 80 hectares au début des années 82. Quand moi je suis revenu sur l'exploitation en 86, papa avait un salarié et nous n'avions plus d'élevage parce qu'en 77 le troupeau avait été abattu pour les problèmes de prophylaxie. Donc il avait diversifié, production de semences, production de tabac. On n'est pas loin de la Dordogne ici. On était venu voir d'ailleurs comment se cultivait le tabac et ça nous permettait d'avoir de la valeur ajoutée sur une surface moyenne, alors, sans élevage, hein, de tirer un revenu pour un salarié, pour mes parents et moi qui arrivais sur l'exploitation. En 87, là aussi, comme un accord avec mes parents et mon père, je me suis installé sur 25 hectares. Il m'a rétrocédé 25 hectares. On n'a pas fait de GAEC. Et papa a pris sa retraite en 91. J'ai repris l'exploitation familiale. Et le contexte agricole de ma région faisait qu'il y avait pas mal de terres de disponibles. Et mon exploitation a très vite grandi. Je me suis retrouvé à la tête d'une exploitation de plus de 200 hectares dès le début des années 90. Et là, j'étais dans un système extrêmement intensif. Intensif par le fait que pour nous, il fallait produire. Moi, j'avais vu, je raconte dans le livre, j'avais vu mes parents trimer, travailler à la main. Et la chimie nous avait tellement apporté de confort au fur et à mesure. Ils étaient partis d'un travail manuel sur, par exemple, la culture du maïs, où ils arrachaient l'herbe, où ils le sarclaient à la main. Moi, j'ai vu dans les années 60, fin des années 70 et début des années 80, les fameux désherbants, atrazine, simazine arriver, et d'un seul coup, d'un travail manuel, on est passé avec de la chimie. Et l'utilisation de la chimie, non seulement nous rendait ce travail plus confortable, mais en plus nous permettait d'augmenter aussi, parallèlement, parce qu'il n'y avait pas que l'enherbement, sachant que l'enherbement pouvait être une contrainte pour la culture, mais aussi on avait les problèmes de maladies, sur les céréales par exemple, on avait les problèmes d'insectes, et grâce à cette chimie, on solutionnait tout. Et moi, je peux vous dire que je ne voyais que du bénéfice. Et puis je me trouvais bien dans ce rôle de... Il fallait produire de façon abondante, pas cher, parce qu'il ne faut pas l'oublier, pas cher, et à chaque fois qu'on utilisait plus de chimie, j'augmentais mes rendements, et l'augmentation de la chimie dans un premier temps n'était pas proportionnelle, le rendement était proportionnel, mais même un petit peu au-dessus, donc on augmentait notre marge bénéficiaire. Et comme moi, pour monter une exploitation telle que la mienne, je m'étais endetté fortement, et il fallait donc produire forcément, et j'étais très très bien dans ce système. Et à chaque fois que j'ai emprunté, je remboursais avec des rendements qui augmentaient. À l'époque, quand j'y repense, en aucun cas je pouvais envisager de faire autrement. Je pensais que faire autrement c'était être rétrograde et c'était revenir en arrière et que tout ça c'était de l'agriculture du passé, que l'agriculture moderne c'était celle-ci. Ça peut choquer aujourd'hui, c'était celle-ci. Et que ceux qui ne le faisaient pas, c'était des rigolos, ils n'avaient rien compris. Et donc, j'étais très bien, et non seulement j'étais très bien, mais même parce que mon exploitation, alors il a bien fallu que je compense, hein, le fait de ne pas avoir été à l'école longtemps, j'avais une capacité quand même, heureusement peut-être, à apprendre assez vite. Donc je me suis formé sur le terrain. Et comme j'apprenais, je suis assez prétentieux, mais j'apprenais vite, j'étais capable aussi de l'appliquer sur mon exploitation. Donc l'exploitation, elle a été prise en modèle par sa taille, par ses performances. Donc beaucoup de gens venaient sur l'exploitation pour voir cette utilisation de chimie. Et c'était formidable, parce qu'à deux, on gérait plus de 200 hectares, j'avais un salarié avec moi. Et donc, pourquoi faire autrement? La moitié étant monoculture de maïs, c'est-à-dire on mettait toujours du maïs sur les mêmes parcelles, avec de l'irrigation, parce que c'était assez pauvre, pauvre en termes de réserve hydrique. Et l'autre partie, on avait blé-colza en rotation, une année du blé, une année du colza, une année du blé. À l'époque, pour ceux qui sont agriculteurs, ça va leur parler, on arrivait à pratiquement 5 tonnes de colza à l'hectare, donc c'était au prix où on le vendait, c'était jackpot. Le blé était même secondaire par rapport, nous ce qu'on visait c'était refaire du colza le plus vite possible, et de l'utilisation de la chimie entre les cultures. Aujourd'hui quand on parle de couverts végétaux, on parlera du glyphosate tout à l'heure, du Roundup pour nettoyer entre chaque culture, enfin, entre le blé et le colza, et c'était extrêmement performant. Simplement, à un moment donné, c'est vrai qu'on l'a tellement bien fait qu'on en a vu les limites. C'est-à-dire qu'au fin des années 90, j'ai commencé à constater que d'un seul coup, pof, les rendements n'augmentaient plus. Les rendements n'augmentaient plus, donc le premier réflexe, c'est de mettre plus de chimie, plus d'engrais de synthèse, plus de fongicides, plus d'insecticides. Ben voilà. Sauf qu'on en met plus, et ça continue de baisser. Alors par contre, la marge, elle a baissé sérieusement. Donc
On a commencé à se poser des questions. Entre-temps, je m'étais associé pour des questions de rentabilité, même si l'exploitation était importante, je m'étais associé avec un voisin qui avait une exploitation de 160 hectares, donc on avait groupé les 400 hectares, donc on gérait à nous deux les 400 hectares à l'aide d'un salarié. Et mon collègue, qui est plus âgé que moi, avait peut-être un peu plus de recul, et à un moment donné, il me dit, bon, il faudrait peut-être qu'on le fasse autrement. Bah, autrement, on va pas... Bon, comment on fait, quoi? Autrement, je ne voyais même pas. Et on a commencé à se poser des questions sur l'utilisation de cette chimie. Et là, c'était plus en côté financier. Il faut que je garde ma marge, donc d'un point de vue financier, je fais moins de frais, je baisse mes charges, et il faut que je maintienne un rendement, et en tous les cas, limiter la casse. Et en faisant cette démarche, j'ai rencontré des agriculteurs qui, eux, avaient, peut-être des gens comme vous, commencé à prendre du recul pour d'autres raisons. Certains parce qu'ils étaient convaincus que c'était mauvais pour l'environnement, et puis que c'était un non-sens agricole de pratiquer de cette façon-là. Moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche. C'était une démarche purement financière. Je ne vais pas refaire l'histoire, c'est mon parcours, hein, j'insiste bien. À l'époque, on nous appelait les agri-managers. Et moi, j'étais très bien dans cette étiquette-là. Et donc, en tant que une approche financière, il fallait trouver des solutions. Alors, on a commencé à baisser cette chimie, mais quand j'ai commencé à rencontrer d'autres agriculteurs qui ont commencé, eux, à me mettre en avant, mais regarde ton sol. Mon sol, il est là, il ne bouge pas. Est-ce que tu crois qu'il est exactement le même? Prends le temps de le regarder, observe-le, et d'un seul coup, un constat. Et je vais vous raconter une anecdote. J'avais un copain qui venait tous les ans pour l'ouverture de la truite. Ça doit être en avril, ça, hein, je ne suis pas pêcheur. Et puis il venait quand on labourait. Et puis un jour, je revois encore, je laboure, il vient, et puis il vient me voir au bout, il me dit, tu sais quoi, on va à l'apéro, parce que si j'attends de trouver des vers de terre, là, ça va. Alors on va directement à l'apéro, tu débauches, il n'y a pas de vers de terre dans ton champ. Il n'y a pas de vers de terre dans mon champ. Et je connaissais bien la parcelle quand même. Et puis, effectivement, il n'y a plus de vers de terre dans le champ. Mais je ne prenais pas le temps de regarder. Et là, entre ces exemples-là et les rencontres avec d'autres agriculteurs qui regardaient le sol, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai plus de vers de terre. Or, même si je n'avais pas été longtemps en école d'agriculture, le ver de terre est un allié indispensable en agriculture. Je dis le ver de terre, mais il y a des spécialistes pour parler du reste. Et je vais prendre lui en exemple. Et c'est en même temps qu'on a commencé à voir aussi la mortalité des abeilles. Et j'avais oublié qu'il y avait deux collaborateurs indispensables en agriculture, le ver de terre dans le sol et l'abeille pour la pollinisation. Pour vous dire jusqu'où j'en étais à l'époque, donc on faisait, alors j'ai dit blé, colza et maïs, mais j'avais un atelier de production de semences potagères. Pour faire des croisements en hybride, surtout en carottes, tout le monde a déjà vu une fleur de carotte, nous il fallait faire des hybrides, on avait besoin des abeilles. Et on faisait venir les apiculteurs qui nous posaient les ruches au bout du champ, on traitait. Les ruches, de toute façon, on partait du principe, je vais vous choquer, mais c'est comme ça, on partait du principe que l'apiculteur, je le payais, s'il y avait un peu de mortalité, si tu n'es pas content, tu les emmènes pas. Mais comme on les payait bien parce qu'on avait de la marge, l'abeille, elle se ramassait par la figure. On se donnait bonne conscience parce qu'on nous disait, ce fongicide homologué sur abeille, cet insecticide, il est homologué sur l'abeille. Alors je me donnais bonne conscience, maintenant je voyais bien l'hécatombe qu'il y avait sur les ruches. Voilà dans le système où on était. Donc là, fin des années 90, on a commencé à remettre notre modèle en question. Oui, alors là, on a commencé à dire, le sol, il faut remettre du vivant dedans. Ça, c'est fin des années 90. J'ai vraiment vu du vivant dans le sol à partir de fin des années 2000, c'est-à-dire 2010. Il a fallu plus de 10 ans pour revoir du vivant, et encore de ce que l'on peut observer, dans le sol. J'avais tellement utilisé du lindan dans ces sols pour les désinfecter, au moment où je semais du maïs, que j'avais tout tué. Comment on a retrouvé du vivant? On a utilisé de la matière organique, donc j'ai fait des accords avec des éleveurs, je leur fournissais du fourrage, ils me fournissaient de la paille, voire des fauches d'interculture, et en contrepartie, ils me fournissaient du fumier. Et puis on a fait des intercultures avant l'obligation, c'est-à-dire entre deux cultures, on apportait une légumineuse. Ça, c'était au début des années 2000, pas de la même façon que l'on le fait aujourd'hui, mais on a remis notre système en question. Mais à ce moment-là, je commence à prendre conscience que pour l'environnement, c'est pas trop nickel ce que je fais, mais je n'ai jamais imaginé que ça pouvait avoir une incidence sur ma santé et celle des riverains. S'il y a un problème, c'est qu'il y a eu
quelque part, il y a eu un incident, mais ça ne peut pas être dangereux, c'est des médicaments des plantes. Nous, on nous explique qu'il faut se protéger. Ça, il y a un double discours. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, vient nous dire il faudrait vous protéger, les gars. Et puis les marchands nous disent bah, si vous travaillez avec des gants et des tenues de cosmonautes, ça ne va pas vous étonner que personne ne veuille acheter vos produits. Vous allez effrayer tout le monde. Et puis n'oubliez pas que c'est des médicaments des plantes. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'exploitation, c'est un des premiers boulots que j'ai fait, c'est les épandages. Je reviens un petit peu en arrière de produits de pesticides. On travaillait en short, en t-shirt, comme la plupart des collègues. Enfin, l'été, l'hiver, on se couvrait, mais l'hiver, on ne traitait pas en l'occurrence. Donc moi, je dis souvent que j'ai commencé à mettre des gants par coquetterie, parce que j'avais, avec les organochlorés, où il y avait certains produits qui étaient très jaunes, et donc j'avais les mains jaunes. Alors déjà, quand on est agriculteur, le samedi soir, c'est pas simple avec les filles, alors si vous avez des mains jaunes, c'est foutu. Donc par coquetterie, j'ai commencé à me protéger, mais j'ai jamais imaginé que ces mains jaunes, c'était une intoxication qui pourrait avoir des conséquences sur ma santé 20 ou 30 ans après. En aucun cas, à ce moment-là, je suis dans ce cas de figure. Il a fallu que, en avril 2004, au moment où j'étais en train d'épandre, alors l'activité sur l'exploitation, c'était entre mon collègue, mon salarié et moi. Moi, j'assurais avant tout les semis. Alors les semis, ça veut dire de la graine enrobée. Aujourd'hui, vous entendez parler de produits comme le gaucho et autres tueurs d'abeilles. Moi, j'en avais partout sur mes semences. Donc on manipulait ça, c'est moi qui assurais 90% des semis, c'est moi qui m'en occupais. Et je faisais 90% des traitements sur les deux fermes. Je traitais, on avait un appareil automoteur avec une rampe de 30 mètres de large. Je traitais en moyenne 3 à 4 000 hectares par an, quoi. Donc c'était, et surtout sur 3 mois pratiquement de travaux. Le plus intense, c'était le mois d'avril, parce qu'il fallait à la fois faire des fongicides sur les céréales, faire les désherbages pour les semis de tournesol et les désherbages pour le maïs. Et pour le maïs, j'utilisais un produit que j'ai toujours utilisé, qui s'appelle du lasso. C'est un mélange d'alachlore et de monochlorobenzène. C'est un produit qui était homologué depuis 1968 et qui nous permettait, sitôt le semis, on désherbait le sol, et c'était censé, et ça fonctionnait bien d'ailleurs, c'était un anti-germinatif, sauf pour le maïs. Le maïs arrivait à lever, mais la plupart des autres plantules étaient tuées par ce désherbant. Donc c'était assez efficace. Ce n'était pas un produit que j'apprécie beaucoup à l'utilisation, parce qu'il était embêtant pour le matériel. Je ne pensais pas trop à moi, mais par contre, il ne coûtait pas cher et il était très efficace. Et en avril 2004, en vérifiant le nettoyage d'une cuve, j'ai voulu vérifier que ma cuve embarquée soit propre. Pourquoi j'ai vérifié? Parce que la nuit d'avant, je travaillais beaucoup la nuit pour les problèmes de vent et d'hydrométrie, donc c'était plus confortable par rapport à ces problèmes-là de travailler la nuit. Pas confortable en tant que tel pour moi, mais bon, on est habitué à travailler beaucoup de toute façon. Donc j'avais fini le matin d'utiliser, c'était les derniers désherbages de maïs, et donc le soir, je savais que la nuit suivante, j'allais traiter les colzas, et j'ai voulu, l'appareil était fait pour se laver automatiquement, et j'ai voulu vérifier que cette cuve s'était bien lavée. Et heureusement que je l'ai, enfin heureusement. Si je pense uniquement à mon travail, il fallait que je vérifie, parce que le système de nettoyage n'était pas effectué. Un accident est toujours un concours de circonstances. Le produit est resté dans la cuve de rinçage. Comme l'appareil était au soleil, le produit qui était dedans était du gaz. Et avant d'ouvrir la cuve, je n'ai jamais imaginé que c'était du gaz. Et comme sur les étiquettes, il était marqué « ce produit ne nécessite pas d'équipement particulier », je ne me suis pas méfié. Sauf que quand je l'ai ouvert, j'ai inhalé le gaz qui était dans cette cuve. Une heure après, alors je vais essayer d'aller assez vite, une heure après, enfin aussitôt je suis rentré chez moi. Ce jour-là, ma femme ne travaillait pas, heureusement, elle ne travaillait pas sur la ferme, elle est infirmière de métier. Et elle avait travaillé 18 ans en milieu hospitalier, et l'hôpital est à 4 minutes de la ferme. Je crois que ce jour-là, d'ailleurs, elle met un peu moins de 4 minutes. Mais, donc je suis rentré, j'ai expliqué à Sylvie, voilà, je viens d'inhaler un produit, ça m'a chauffé tout le corps, j'étais pas capable d'expliquer ce qui m'était, la brûlure que j'avais ressentie, mais je savais en tous les cas que j'avais pris une bonne dose, quoi. Donc je lui ai dit, je prends une douche, parce que c'est ce qu'on nous a appris, enlever mes vêtements, j'ai pris une douche, et puis je lui ai dit, écoute, je m'allonge, et puis on verra. Sauf que comme elle est infirmière, très vite elle a compris que j'étais en train de perdre connaissance. Et elle a appelé mon associé pour lui dire « Paul vient de rentrer, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a juste dit qu'il avait respiré un produit, il n'est pas bien, est-ce que tu peux emmener l'étiquette du produit ?» Et je l'emmène à l'hôpital. Le temps qu'ils viennent à la ferme, j'avais perdu connaissance, ils m'ont chargé dans la voiture. Alors tout ça après, ça m'a été raconté. Et quand je dis 4 minutes, je pense qu'on n'a pas dû mettre 4 minutes pour être à l'hôpital. Et Sylvie a pris son téléphone,
a appelé ses anciens collègues en disant, parce qu'elle avait été responsable de ce service d'urgence, en disant « il a un arrêt respiratoire, j'arrive ». Ce que je vous dis là est important pour la suite. J'arrive, j'ai l'étiquette du produit, Paul a respiré, mais préparé tout le système respiratoire. Donc ils m'ont, en arrivant à l'hôpital, mis sous assistance respiratoire et pris en charge. Moi j'ai repris, alors tout ça je le raconte, mais je m'en souviens pas du tout. Donc là ils m'ont mis sous tous ces appareils. Ils ont prévenu le centre antipoison de Bordeaux, qui a indiqué, prévenu en disant on a un malade, on a quelqu'un qui est là, qui a inhalé un produit, et il faut, qu'est-ce que l'on fait? Et on a l'étiquette du produit, voilà ce qu'il a respiré, on leur a répondu, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, gardez-le 48 heures, dans 48 heures tout sera rentré dans l'ordre. Il aurait fallu, je le dis maintenant, il aurait fallu ce jour-là faire une analyse de sang, d'urine, pour quantifier l'intoxication. Or, le centre antipoison a décrété qu'il n'y avait pas besoin de faire ces examens. Comme quand j'ai repris mes esprits, quelques jours plus tard, qu'on m'a expliqué... Enfin, je me souvenais de l'intoxication, je ne me souvenais pas avoir été à l'hôpital, parce que j'avais perdu connaissance, donc, et on m'a expliqué que tout allait rentrer dans l'ordre. Et moi, je n'avais pas trop le temps, de toute façon, de m'arrêter. Il n'empêche qu'il a fallu quand même, pendant quelques semaines, que je m'arrête, parce que, d'abord, j'avais des problèmes pour respirer, je crachais du sang, j'avais des problèmes d'élocution, je bégayais, mais effectivement, au bout de quelques semaines, ça a été un peu mieux. Quand je dis mieux, avec du recul, j'avais surtout pas le temps d'aller plus mal. Parce que la production de semences faisait que j'avais aussi 50 saisonniers qui travaillaient au mois de juillet, la récolte arrivait, voilà, on travaillait énormément. Il faut que j'aille vite. Cette période-là se passe à peu près bien l'été qui a suivi, sauf que j'avais des problèmes d'élocution, de concentration, je maigrissais, je perdais du poids, j'étais irritable, et donc tout mon entourage commençait à s'inquiéter. Et moi, je l'ai dit que plus tard, je m'apercevais que de temps en temps j'avais des absences, mais je ne voulais pas alerter ma famille et je voulais surtout pas, j'avais pas le temps de m'arrêter. À un moment donné, je n'ai pas eu le choix, je vous enlève les détails, le 29 de la même année, novembre de la même année, dans la nuit, j'ai été pris de violents maux de tête. Ça faisait plusieurs semaines que je me shootais aux médicaments pour cacher cette douleur. Et donc, cette nuit-là, j'ai été pris en charge. Là, on m'a pas, voilà, j'ai été transféré directement à l'hôpital et à partir de là, je suis resté 5 mois à l'hôpital. Un peu plus même. 5 mois à l'hôpital. Mon pronostic vital a été engagé à plusieurs fois parce que je perdais connaissance brutalement. Mon cœur cognait très très fort. Et à chaque fois, les médecins s'inquiétaient parce qu'ils disaient la perte de connaissance n'est pas très grave, mais c'est le cœur qui s'emballe parce que c'était comme des crises d'épilepsie. Nous sommes en novembre 2004. Ce parcours hospitalier va durer 5 mois. Le lien... Aussitôt, ma femme dit, c'est forcément l'intoxication. Tout de suite, les médecins ont dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce produit ne peut pas provoquer ce genre de problème, donc cherchez ailleurs. Alors, je fais chercher ailleurs, mais eux ne cherchaient même pas le b.a.-ba de savoir si on en retrouvait dans mon organisme. Il a fallu toute la ténacité de mes frères et sœurs, de ma femme, qui pendant que j'étais à l'hôpital, se refusant à accepter que ça pouvait être autre chose, surtout que quand ils disaient c'est autre chose, alors c'est quoi? Mais on ne sait pas. C'est psychosomatique. Ah. C'est donc... alors votre mari travaille beaucoup, on voit bien qu'il est hyperactif et il faudrait peut-être qu'il se repose. Alors ça, c'est vrai qu'au départ, ils m'ont fait dormir, ça je vous le garantis, j'ai jamais dormi autant de ma vie. Et moi j'entendais que je pouvais être fatigué, ça, de toute façon, mais j'étais toujours fatigué à ces périodes-là, mais bon, c'était comme beaucoup d'agriculteurs ou d'autres activités, on avait des pics d'activité, j'avais une faculté à ne pas dormir beaucoup, mais je cumulais de la fatigue, donc moi, à ce moment-là, je ne m'inquiète pas trop, enfin, je ne m'inquiète pas trop. Alors, si c'est de la fatigue, si en plus on me dit uniquement de dormir, tout va rentrer dans l'ordre, ça, c'est pas très compliqué, sauf que je m'endormais des fois malgré moi, et quand je me réveillais, je sentais bien qu'à chaque fois, me réveillant de ces comas, mon organisme, lui, commençait à fatiguer, mais pour de bon et pour d'autres raisons. À tel point que, quand j'ai été transféré, parce que enfin les examens ont évolué, j'ai été transféré à l'hôpital de la Salpêtrière en février 2005, et parce que ma femme a fait analyser le produit,
qui m'avait intoxiqué par un laboratoire où ce serait impossible aujourd'hui, parce qu'elle a rencontré les bons chercheurs qui ont dit mais c'est forcément ce produit qui l'a intoxiqué. J'ai été soigné enfin en avril 2005, après être rentré en Charente, parce que je suis parti de l'hôpital, de la Salpêtrière, et je suis revenu en Charente parce que le lien a été fait, j'ai été soigné en conséquence, et j'ai retrouvé, je ne suis plus tombé dans le coma à partir de ce moment-là. Entre-temps, je suis rentré en hôpital psychiatrique, parce que comme ils ne comprenaient pas à Paris, ils ont dit c'est psychiatrique. Ça a fait comme à l'école, comme à l'armée, je préfère en plaisanter. Le jour même, j'y rentrais pour 4 jours, au grand désespoir de ma femme. Et ce jour-là, le chef de service, il a dit il est déprimé et anxieux, et encore pas beaucoup parce qu'il est malade, mais il est surtout pas malade parce qu'il est dépressif et anxieux. Au bout de 5 mois d'hôpital, vous avez le droit d'être anxieux. Pas vu mes filles pendant 5 semaines. Je comprenais que j'avais failli mourir, mais il fallait que je garde le moral. Et vous voyez que ce soir, c'est pas facile à dire encore. Et puis ne m'en voulez pas, je suis assez sensible. Et donc là, heureusement que j'ai fait cet hôpital psychiatrique parce que ça m'a aidé après. Ça m'a aidé après dans tout ce qui s'est passé. Donc je suis revenu en juillet 2005, j'ai repris mon activité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai demandé une reconnaissance parce que quand on a accepté que ça pouvait être ces produits, ou les médecins l'ont accepté, j'ai fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle auprès de la Mutualité sociale agricole. Le médecin m'a répondu si les pesticides c'était dangereux, ça se saurait. Puis vous ne rentrez pas dans le tableau des maladies professionnelles. Mathilde vous a dit tout à l'heure 2 nouvelles maladies. J'avais envie de vous dire, c'est les 2 premières maladies. Parce qu'avant, dans le tableau des maladies professionnelles, en 2005, il n'y avait aucune maladie dans le tableau des maladies professionnelles. Donc, comme je ne rentrais pas dans le tableau, eh bien, vous ne serez pas reconnu maladie professionnelle. Et elle me dit, mais en plus, à quoi ça va vous servir? Une exploitation grande comme la vôtre, vous faites travailler vos ouvriers, et puis vous attendez que ça se passe. Si c'était aussi simple que ça. Et puis même, en admettant, si c'était ça, sur le principe, je n'acceptais pas qu'on puisse me répondre ça. Donc j'ai entamé une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle devant le TAS, le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette procédure a commencé en juillet ou enfin dans l'été 2005, et cette procédure s'est finie définitivement en janvier 2010. C'est-à-dire que le tribunal d'Angoulême, le tribunal de grande instance, m'a reconnu et a demandé à la Mutualité sociale de reconnaître que c'était bien mon intoxication qui était responsable des problèmes de santé que j'avais eu à l'époque, la rechute, sachant qu'en 2007, j'ai été à nouveau hospitalisé, et que j'avais des conséquences, parce que, j'ai oublié, paradoxalement, alors vous allez dire, j'aime pas trop la démarche quand je parle du livre, parce que Jean est venu faire la promo de son livre. Des débats comme ce soir, j'en ai fait des centaines avant que le bouquin sorte. Donc je le faisais volontiers. Le livre, c'est pour rentrer un peu plus dans les détails, et malgré ça, je vais quand même dans les détails oralement. Et puis comme il se vend bien, de toute façon, puis je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent non plus. Mais j'explique qu'à un moment donné, il y a quand même, parce qu'un journaliste à Europe 1 m'a demandé, mais est-ce que Fayard, ils ont relu le livre? Donc je dis non, ils m'ont laissé écrire et puis on l'a publié. Heureusement que Fayard, il l'a relu. Mon avocat aussi l'a relu. Et surtout moi, je l'ai relu. Donc ce que j'affirme dedans, je disais tout à l'heure, pour mener le combat que j'ai mené contre Monsanto, il ne suffit pas d'arriver la fleur au bout du fusil et de dire ils sont coupables. À chaque fois que vous affirmez quelque chose, ce n'est pas une preuve qu'il vous faut, c'est au moins 2. Parce que ce n'est pas un combat simple. Je reviens juste à cet épisode. On me dit, avant juillet 2005, un toxicologue, j'avais la preuve qu'il a refusé de me recevoir quand j'étais à la Salpêtrière, prétextant qu'il avait perdu mon dossier. Une fois parce que les archives se sont inondées, une autre fois parce qu'il a vu le feu, on ne sait plus trop. Ce qui est sûr, c'est que nous, on avait la preuve que ce médecin avait été à une conférence avec Monsanto. Pourquoi je parle de Monsanto? Parce que j'ai oublié aussi de vous dire que le lasso, c'est tellement évident pour moi, était fabriqué par la firme Monsanto. Et ça, c'était pas forcément la meilleure nouvelle pour moi. Et lui, voyant qu'il y avait un lien avec ce produit, je suis à l'hôpital, il n'est pas question de faire une procédure, d'attaquer qui que ce soit. Lui a préféré ne pas me recevoir, m'envoyer en hôpital psychiatrique. Heureusement, nous, on avait fait une capture d'écran sur Internet, enfin je dis nous, mes proches, montrant ces liens avec la société Monsanto. 24 heures après, ça avait tout disparu des écrans. Hein. Mais cette capture d'écran a été déterminante après. Donc, mais ce médecin m'avait dit, quand il a fini par me recevoir, où je lui ai demandé s'il connaissait Monsanto, il me dit non,
Je lui apporte la preuve, il était gêné. Et il noyait le poisson parce qu'il disait, votre femme qui a les cheveux colorés, alors des mèches là, c'est plus dangereux que les pesticides. Alors, je dis, il faut quand même lui dire, parce que moi, les pesticides, je commence à avoir une petite idée de ce qui m'est arrivé, mais si les mèches, c'est encore plus dangereux, il va y avoir une hécatombe. Et il voulait toujours détourner l'intention. Mais au plus, il me dit, mais par contre, monsieur François, vous ne pourrez plus utiliser des produits phytosanitaires. Alors, vous me dites que c'est pas ça, mais vous me dites qu'il faut plus que j'en utilise. Oui, parce que votre organisme se souvient, il ne contestait pas l'intoxication. Les effets qu'il y avait à faire, après, pour lui, j'avais développé une hypersensibilité, donc il ne fallait plus que j'en utilise. C'est pour ça aussi que je demandais à la MSA, si je ne peux plus travailler, comment je fais? Bon, donc elle m'avait dit, excusez-moi, donc il faut que vos ouvriers vous remplacent. Ça ne m'a pas suffi, j'ai entamé cette procédure, je vous ai dit, et en novembre 2008, Monsanto, le tribunal dit, c'est bien, cette intoxication qui est responsable des problèmes de santé de Paul François. La MSA, dans sa grande générosité, a préféré faire appel. Il m'expliquait, c'est pas pour vous ennuyer, monsieur François, mais c'est pour que ça fasse une jurisprudence pour d'autres agriculteurs qui n'auront pas à batailler comme vous. Je les remercie. Donc, au nom des agriculteurs, je les ai remerciés. Mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Et donc, ils ont fait appel, et la décision définitive a été prise par la Cour d'appel de Bordeaux en janvier 2010, donc 5 ans après le début de la procédure. Ça, c'était pas le plus compliqué. Mais pendant cette procédure, il m'est apparu évident que la société Monsanto ne pouvait pas ignorer que ce produit était dangereux et aurait dû pour le moins me dire sur l'étiquette « Attention, port d'un masque, de gants, obligatoire », parce que ce produit, dans certaines conditions, peut devenir un vrai toxique. Et c'est pour cela, alors j'avais changé d'avocat, je vous enlève aussi les détails dans le livre, j'ai changé d'avocat, et quand j'en ai parlé à François Laforgue, qui était un cabinet d'avocats, parce que il m'avait été présenté par Henri Pesera. Ceux qui ont vu le film Les Sentinelles, c'est quelqu'un qui s'est battu énormément et qui a fait, je pense qu'on peut lui... S'il n'y a plus d'amiante en France, et peut-être dans le monde, il y est pour beaucoup. Et j'avais rencontré Henri Pesera, et Henri m'avait mis en relation avec ce cabinet d'avocats qui me représente aujourd'hui, et François Laforgue en particulier. Et François Laforgue, c'était la première fois qu'il avait un dossier de pesticides entre les mains. Il connaissait l'amiante. Donc pour la reconnaissance en maladie professionnelle, quand je lui ai évoqué, je me souviens très bien, on en parle souvent ensemble, quand je lui ai dit un jour, je me demande si je ne vais pas porter plainte contre Monsanto, il ne m'a pas dit on y va. Il m'a dit Paul, vous devez y réfléchir. Si vous le faites, c'est votre décision, je vous suis. Mais si vous le faites, ça va être très long. Moi, je peux vous accompagner, je ne vous demanderai pas de payer les honoraires pour l'instant, mais vous aurez quand même des frais annexes et ça coûtera très cher. Et vous vous attaquez à un monstre. Et il faut bien que vous réfléchissiez à ça. Je ne sais pas si la plainte, je reprends sa formule, je ne sais pas si la plainte est recevable, mais si elle est recevable, préparez-vous à quelque chose d'assez dur. Il m'avait dit ça vous coûtera de l'argent, ça va être long et ça sera violent. Pour l'argent, il ne s'est pas trompé, sur la durée non plus. Sur la violence, quand on en parle ensemble, il me dit « Jamais je n'aurais imaginé ce que vous avez connu et ce qu'on a connu ». Donc on a porté plainte en avril 2007. Pourquoi en avril 2007? Parce qu'on savait qu'il y avait un délai de prescription qu'il ne fallait surtout pas dépasser, parce qu'il y a quelques jours près, la plainte, et aujourd'hui, où on est devant la Cour de cassation, ça ne serait plus recevable. Donc on l'a fait en avril 2007. Monsanto a été condamné en première instance en février 2012. Excusez-moi, le 13 février 2012, première instance, condamné. C'était la première fois en France, mais après on a su dans le monde que Monsanto se faisait condamner par un particulier. Monsanto a fait appel, ça c'était prévu. Dans un autre film, un documentaire, c'est pas un film, qui s'appelle La mort est dans le pré, je disais, je l'ai revu il y a quelques jours parce qu'il était diffusé pour des élèves et j'ai été témoigné. Je disais dans ce film, à ce moment-là, je dis, mais il faut qu'on arrête parce que ça devient dur. Mais c'était rien, ça c'était avant la première décision. Pendant la procédure en appel, en novembre 2014, alors qu'on avait gagné en première instance, j'ai demandé à mon avocat, j'ai réfléchi, et je lui dis on stoppe. On stoppe tout parce que c'est en train de me broyer. Ça broie mes enfants, ça broie ma famille, ça broie tout le monde. Je ne dors plus. Et Monsanto m'avait... Le matin, je me levais, j'avais un huissier pour m'emmener ce qu'on appelle les écritures d'avocat. Mais comme il changeait une phrase dans la journée, vous devez prévenir la partie adverse. Donc à midi, et il revenait. Et puis le soir,
ils reviennent. Donc, si j'arrivais à les oublier à un moment donné, là, je ne pouvais plus les oublier. Et donc, même le doute, moi, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup qu'on perde tout? Mais quand je dis tout, je perds ma famille, je perds mes amis, mon téléphone est sous écoute, enfin, je ne dors plus, est-ce que ça vaut le coup de continuer, quoi? Alors, si ma femme était opposée au moment où j'ai porté plainte, je l'ai fait contre son gré. Elle ne le souhaitait pas, en disant très justement, si tu fais ça, tu te rends compte que tu vas t'exposer et que ça sera plus, enfin, c'est quelque chose qui va t'échapper. C'est un féminin, et elle avait complètement raison. Sauf que là, en 2014, quand j'ai dit on stop, et là, elle m'a dit avec mes 2 filles qui avaient grandi, tu ne peux plus arrêter, c'est plus ton procès, c'est celui de d'autres. Si tu arrêtes, tu fais le jeu de Monsanto. Mon avocat m'a dit, Paul, si vous souhaitez arrêter, je ne peux pas continuer sans vous. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de recharger les batteries, et puis on en parle dans quelques semaines. Et il dit, de toute façon, je vais stopper la procédure. On va demander maintenant la clôture du dossier et surtout faire en sorte que Monsanto n'a pas à vous déposer les écritures chez vous. C'est à nous qui doivent les porter. C'était un abus et c'était calculé par Monsanto. C'était un abus de leur part. Mais moi, bon, au départ, je dis, bah, ils me le mettent chez moi, ils me le mettent, mais voilà, je n'ai pas compris qu'ils étaient en train de me broyer à ce moment-là. Donc, François a obtenu la clôture. Donc, nous sommes en décembre 2014. Mai 2015, nous avons plaidé à la Cour d'appel de Lyon. Certainement une des plus dures épreuves que j'ai eu à vivre, pour moi et mon entourage, parce que là, en 1h30, les avocats de Monsanto ont concentré ce qui m'avait mis dans la figure pendant 3 ans. À savoir qu'ils ont expliqué à la Cour que tout ça, c'était une machination de ma part. Comme un médecin qui ne voulait pas, pendant mon hospitalisation, ne voulait pas faire le lien entre le produit qui m'avait intoxiqué, mes problèmes de santé, avait imaginé que si j'en avais dans mon corps, alors je vous ai enlevé les détails, hein, quand les analyses ont prouvé que j'en avais dans le corps, un médecin a dit s'il en a dans le corps, c'est qu'il se shoot avec. Le seul problème, c'est que là j'étais en soins intensifs et ma femme leur a dit mais ça veut dire que moi je lui emmène sa fiole et que je lui en mets dans les perfusions. Parce que là il ne peut pas le faire tout seul, en admettant qu'il soit détraqué. Mais mettez-vous à la place de ma femme, elle a mis longtemps à le dire. Elle a commencé à douter elle aussi. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il n'est pas devenu, il n'est pas en train de se suicider avec ce produit? Bon, il y a plein de choses qui se greffent. Vous pensez bien que quand les avocats de Monsanto sont tombés sur cette chose-là, ils s'en sont servis. Donc, Paul François, il a tout inventé, il s'est shooté au désherbant. Si sa femme n'a pas appelé les pompiers, je reprends leur formule, le jour de l'intoxication, c'est qu'elle avait quelque chose à cacher. Il fallait faire venir les pompiers, un huissier pour constater ce qui était dans la cuve. Là, on pourrait discuter. Dans le bouquin, j'avais écrit qu'elle en savait autant que des pompiers volontaires, mais comme j'ai beaucoup de respect pour les pompiers volontaires, elle en savait plus que les pompiers volontaires. J'ai mis, elle était aussi qualifiée que des pompiers pour savoir ce qu'était. Et heureusement qu'elle a eu le réflexe de m'emmener tout de suite à l'hôpital, parce que quelques minutes plus tard, et le temps que les pompiers viennent sur la ferme, il y a de grandes chances que je ne serais plus là ce soir. Ça aurait bien arrangé Monsanto, je pense. Mais ils ont commencé leur plaidoirie de cette façon-là. Et pendant 1h30, y compris sur les factures, disant que j'avais triché sur les factures, que tout ça c'était une machination, certains de mes frères et sœurs, enfin ceux qui étaient présents, des amis, de la famille, m'ont dit, mais au bout d'1h30, on s'est dit, mais Paul, il a tout inventé. Paul a tout inventé. Et puis comme ils rentrent dans le détail de votre vie, qu'à un moment donné, parce que moi j'avais pas de tabou, j'ai essayé dans le bouquin d'être un peu plus discret. Quand vous avez eu tout ce que j'ai eu, bah forcément quand vous rentrez chez vous, la libido n'est pas la même, et puis parlons un chat, et les problèmes d'érection. Ça avait été évoqué dans mon dossier, équivalence, il prétend être impuissant. Et voilà, alors que, c'est juste s'ils n'étaient pas venus contrôler si j'avais des rapports sexuels avec ma femme ou pas. Quand tout ça vous est mis en pleine figure, et mis votre vie à nu, c'est terrible. Et ça, j'ai souvent dit après, ce que vous avez vécu en 1h30, c'est ce que je vivais depuis 3 ans. Heureusement, François Laforne, mon avocat, a gardé son calme. Moi, c'était un peu plus compliqué derrière. Mais François a démontré, élément par élément, que tout ça, c'était faux. Que les expertises, elles n'avaient jamais dit que je m'étais shooté, qu'on n'avait jamais prétendu ceci, et que les factures
que Monsanto prétendait que j'avais triché. Il jouait, je ne vais pas rentrer là encore dans le détail, sur une lettre, c'est-à-dire qu'il y avait marqué Monsanto R. Mais R, ça veut dire que le nom est protégé. Et donc, c'était précisé. Puis à un moment donné, il fallait rajouter que c'était un concentré émulsionnable. Et c'était précisé sur une facture, mais ça n'y était pas sur l'autre. Donc Monsanto disait, mais voyez bien, c'est pas notre produit parce qu'il y a marqué CE. Mais même après, on a prouvé que leur facture, c'était bien marqué. Enfin, on a passé des heures, des nuits à tout remonter la livraison des produits pour bien montrer que c'était Monsanto qui l'avait livré à la coopérative. Et heureusement, ma coopérative m'a soutenu et m'a aidé dans ses archives. Entre-temps, j'avais été en Belgique, voir le dossier d'homologation en Belgique, parce qu'en France, on ne peut pas y avoir accès. C'était au ministère de la Santé et de l'Hygiène en Belgique. Et j'avais découvert que Monsanto ne pouvait pas ignorer, mais je l'avais fait comme à la Jane Pond, hein, parce qu'on n'avait pas le droit d'y rentrer. Enfin, on pouvait y rentrer, mais je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Et j'avais constaté comment faisait Monsanto pour montrer leur démarche. Et là aussi, d'ailleurs, que j'avais compris qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai oublié de préciser pourquoi on avait porté plainte. C'est qu'en voyant ce fameux dossier, excusez-moi, je reviens en arrière, j'avais constaté que Monsanto, le Canada, avait retiré ce produit en 1985, estimant que c'était trop dangereux pour les agriculteurs. 85, moi c'était en 2004. Les États-Unis 91, 92, les Pays-Bas 91, Belgique 91. Et c'est là que je me disais, si c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous. Et nous, entre-temps, ce produit a été retiré en 2007 par une décision de la Commission européenne indiquant que ce produit était trop dangereux pour les utilisateurs. Pardon. Il fallait que je donne peut-être cette précision. Donc au tribunal, François a démontré tout ça, que les factures elles étaient bien réelles, que l'intoxication elle était bien réelle et que les séquelles elles étaient bien là. C'était au mois de mai et donc le délibéré a été donné en septembre 2015. Je vous fais ça de septembre 2015, le 10 septembre 2015. La Cour d'appel a estimé que Monsanto, la première décision était la bonne et que Monsanto était bien responsable de cette situation et devait m'indemniser en fonction d'une évaluation qui restait à venir. Je pensais, à ce moment-là, j'ai réellement pensé que, j'imaginais bien qu'ils allaient faire un pouvoir en cassation, mais au vu de tout ce qu'on avait emmené, je me disais, on est peut-être en train d'en voir le bout du tunnel. La Cour de cassation s'est réunie 1 an après, et elle a décidé de ne pas décider. Elle a décidé de réunir la chambre mixte de cassation. C'est quoi la chambre mixte? Alors moi, en rigolant au départ, j'ai dit, je pensais qu'il y avait des hommes et des femmes là-dedans. Et il m'a dit, oui, mais la chambre mixte, c'est toutes les chambres, les cours de cassation civiles, pénales, environnementales, sociales et tout ça. Bon. Et cette chambre mixte qui s'est réunie l'année dernière, au mois de juin 2017, et je savais que le délibéré de cette Cour de cassation serait donné le 7 juillet de la même année, l'année dernière. Sauf que le 7 juillet, j'étais à l'hôpital une fois de plus parce que mes fonctions immunitaires sont extrêmement perturbées. Qu'entre-temps, on m'a trouvé une tumeur à la thyroïde l'année dernière, à peu près à cette époque. Et on ne savait pas si elle était bénigne ou maligne, mais on a fait comprendre qu'il fallait l'enlever assez rapidement. D'une opération qui était banale parce qu'en fin de compte, ils sont intervenus juste à temps et ils ont pu enlever que la moitié de la thyroïde. Donc ça aurait dû durer 2-3 jours. Sauf que j'ai fait 5 septicémies à suivre. Donc en rebelote, pronostic vital engagé. Et à nouveau, j'ai cru que c'était fini. Et donc quand j'étais à l'hôpital et en mauvaise santé le 7 juillet, quand j'ai appelé mon avocat, il m'a dit reposez-vous, on verra ça plus tard. Je lui ai dit non, la décision elle est aujourd'hui, donc vous me dites, parce que tout d'abord que si j'en crève, au moins que je sache. Moi, il me dit c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La Cour de cassation estime que ce n'est pas le bon fondement. Je m'explique. Nous, on a gagné pour défaut d'information sur l'étiquetage, et en fin de compte, la Cour de cassation estime que ça devrait être une condamnation pour produit défectueux. Alors pourquoi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle? Une mauvaise pour nous, parce qu'il fallait repartir au combat, refinancer la suite du procès, même si je ne paye pas mon avocat. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il a fallu verser pour les frais annexes. En France, c'est vous qui devez apporter la preuve. Et là, j'ai dit stop. Stop. Quand alors François me dit, mais ma femme, tu t'occupes pas de ça, tu essayes de t'en sortir, et puis on verra ça après. Mais quand je suis rentré de l'hôpital au mois d'août, bon, certes, j'étais fatigué et très diminué, physiquement et moralement, parce que je n'ai pas du tout accepté ce qui m'arrivait. Autant les autres fois, j'avais à peu près, mais là, c'était un peu trop.
Donc moralement, je suis tombé au fond du trou. Et quand j'ai repris un peu mes esprits, j'ai dit quand même, bon, voilà, est-ce que repartir devant la cour d'appel, c'est bien, là, une fois de plus, on me dit, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, mais c'est une bonne pour les autres, et pour les autres, il faut le faire. Ok, mais là, j'ai dit, je le dis à la fin du bouquin, je suis en train de me ruiner financièrement, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que l'on broie une fois de plus la famille? Ça revenait. Tout mon entourage, une fois de plus, était là. Et puis une chose que j'aurais jamais imaginée, on a lancé un fonds participatif. Jusqu'ici, j'avais refusé parce que je voulais être maître de ma situation. Que je ne voulais pas que des gens viennent m'aider financièrement et parlent à ma place. C'était mon combat et il faut faire très attention. Alors quand je dis c'est mon combat par rapport à Monsanto, ma procédure. Après, que l'on s'en sert, comme on fait ce soir, pourquoi pas, mais et je vous promets, je vais vite après, parce que je vois que le temps passe. Mais là, on s'est dit, on va faire enfin, on m'a poussé gentiment, parce que je suis président de l'association Victime, mais je vous en parlerai plutôt dans un deuxième temps dans la soirée, peut-être, de l'association, et les filles qui travaillent pour l'association, parce que nous avons 3 permanentes, m'ont dit, mais Paul, on a fait un fonds participatif pour les autres victimes, on a levé de l'argent, si les gens voient que c'est pour vous et ce combat contre Monsanto, vous allez lever des fonds. Mes 2 filles se sont investies aussi dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a levé plus de 60 000 €, ce qui m'a permis de commencer à rembourser les premiers frais, qui me permet d'envisager la suite. Donc, effectivement, j'ai donné le feu vert. En novembre, à mon avocat, je lui ai donné le feu vert pour qu'on continue et qu'on retourne devant la cour d'appel. Nous sommes en plein dans les échanges d'écriture à nouveau contre Monsanto. C'est pas une partie de plaisir, je suis un peu plus confiant. On a trouvé des éléments qui m'inquiètent, qui vont dans le bon sens pour nous, mais qui, à mon avis, Monsanto ne doit pas être très heureux de cette situation, parce qu'eux, ils ont bien compris, malgré leur communication, que ça pourrait avoir une jurisprudence pour des milliers de personnes en France, mais peut-être au-delà, aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça pourrait leur coûter très très cher. Voilà où on en est ce soir. Le procès, je ne sais pas quand il aura lieu. On m'a posé la question tout à l'heure. François me dit peut-être avant la fin de l'année. Moi, j'ai envie de vous dire, si tout tout se finissait, et j'espère bien sûr que l'on gagnera, ça sera avant la fin 2019. On verra. Alors, juste en 5 minutes, je vous promets que je vais le faire en 5 minutes. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je vous ai dit ce combat contre Monsanto, mais j'ai été trop long. Mais c'est difficile de le raconter en 40 minutes aussi. Bien sûr qu'en tant qu'agriculteur, ça m'a bouleversé. La première démarche que j'ai eue, elle n'a pas été pour forcément mon exploitation, je vous en parlerai après, ça a été le constat de voir qu'il y avait d'autres agriculteurs. Et si moi j'avais eu la chance d'avoir un entourage tel que je l'avais eu, et des scientifiques qui m'avaient aidé, peut-être qu'il fallait réfléchir à créer une association, parce que le monde syndical n'arrivait pas à s'emparer de ce dossier-là des victimes. Donc on a créé une association en mars 2011, qui s'appelle Phytovictime, phyto comme produit phytosanitaire. On l'a fait exprès, phyto, parce qu'entre agriculteurs, on parle toujours des phytos, et c'est rassurant. Mais phyto, ça peut faire des victimes en face. L'association, aujourd'hui, on a 3 permanents. On fait un travail extrêmement important de fond, discret, mais je pense qu'on peut dire qu'on y est pour beaucoup. Si la maladie de Parkinson a été inscrite au tableau des maladies professionnelles en 2012, pas uniquement à nous, hein, mais je pense que la rencontre avec Bruno Le Maire, quand on l'a fait suer en 2012 au Salon de l'Agriculture, il était un peu coincé, et donc il m'a dit, je vous promets que j'inscrirai cette maladie. Alors, ce n'était pas sa décision, c'est qu'il y avait la commission qui avait donné un avis favorable pour que la maladie de Parkinson soit inscrite. Il fallait simplement que ça soit validé par le ministère de l'Agriculture. Il l'a fait. Stéphane Le Foll, je l'ai tenu à la culotte jusqu'à temps qu'il signe le lymphome à partir du moment que la commission a donné un avis favorable. Je pense que là aussi, on y a été beaucoup. Aujourd'hui, il y a un fonds d'indemnisation tel qu'il existe pour les victimes de l'amiante qui est en train de se mettre en place. On vient de franchir 2 étapes importantes et pas une des moindres, c'est-à-dire que le Sénat vient de le voter favorablement. C'est un travail très discret. On aide en ce moment 350 victimes de pesticides dans la France pour une reconnaissance en maladie professionnelle. On essaye d'intervenir pour la démarche, mais on les aide aussi, les 3 permanentes qu'on a à l'association les aident moralement parce que ce genre de démarche, quand vous êtes malade, c'est difficile.
Et puis au-delà de la reconnaissance en maladie professionnelle, souvent les agriculteurs sont seuls sur leur ferme. Et quand ils sont absents, ça crée des problèmes. Ça entraîne des problèmes financiers très graves et des problèmes familiaux. Et donc il y a tout un travail de soutien que l'on fait. Et puis moi, à titre personnel, ben voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais un sacré agriculteur dans l'agriculture intensive. Alors quand d'un seul coup vous découvrez que ces saloperies de produits vous ont peut-être empoisonné, certains m'ont demandé, on me l'a encore dit ce soir très gentiment, ben, vous avez dû arrêter d'utiliser des produits aussitôt. Ben non, je n'ai pas arrêté d'utiliser des produits aussitôt. Pourquoi je ne l'ai pas fait? D'abord parce que je me trouvais, et puis ça je demande à ce qu'au moins on entende ça, c'est qu'au moment où je me battais, et je me bats toujours quand même, si je reprends un neurologue en 2007, il m'a dit, dans le meilleur des cas, vous aurez 2 cannes dans 10 ans, mais c'est possible que vous soyez en fauteuil roulant. Et ben, vous voyez, ce soir je ne suis pas en fauteuil roulant, et j'ai pas de canne. Peut-être parce que je consacre beaucoup d'énergie à ce que je fais ce soir, et je dis souvent que le temps que je fais tout ça, moi, je ne suis pas malade, ou moins malade. Il y a des jours où il y a des jours où ce genre de conférences sont annulées parce que c'est même arrivé il n'y a pas très longtemps où j'étais arrivé sur le lieu, mais il a fallu que je reste dans ma chambre d'hôtel avec toute ma batterie de traitement parce que c'est comme ça, quoi. Donc je perds l'usage de... À nouveau, j'ai des maux de tête et quand ça va très mal, je perds l'usage de la parole et je ne peux plus me servir du côté gauche. Mais ça revient après assez vite. Mais j'en fais mon affaire. Bon, ça c'est excusez-moi, je me suis un petit peu échappé. Donc au départ, je menais le combat contre Monsanto, le combat contre la maladie pour accepter ce qui allait m'arriver, parce que donc les lésions que j'ai au niveau du cerveau sont irréversibles et elles évolueront. Alors peut-être vers rien, et puis moi je pense que ça ira vers rien. Mais peut-être vers une sclérose latérale amyotrophique, peut-être par un cancer du cerveau, peut-être par une maladie de Parkinson, peut-être par Alzheimer, peut-être par plein de choses qui n'arriveront pas. Et puis quand ça arrivera, on avisera. Mais il a fallu que j'accepte au départ. Donc je me battais pour accepter ça, pour retrouver plein de choses que j'avais perdues. Je vous ai parlé de la libido, moi je suis assez transparent. Il a fallu que tout ça se mette en route aussi, retrouver une vie à peu près normale. Et je me battais contre Monsanto, il a aimé ça. Et on venait me dire, ouais, mais et pendant ce temps-là, tu fais pas du bio. Eh ben, je peux pas être sur tous les fronts. Mais de toute façon, ce qu'on pouvait me dire à l'extérieur, les donneurs de leçons, m'importait peu. Pardon. Par contre, où j'avais un gros problème, c'était mes 2 filles. Et elles, me disant, tu ne peux pas continuer comme ça. Et nous, on ne supporte plus, même si tu en mets moins, parce que je ne faisais pas du tout la même agriculture. J'avais allongé mes rotations, je faisais une agriculture. Le glyphosate, on l'avait. Alors, on ne l'a pas enlevé dès le début, hein, mais on l'avait supprimé. Puis d'autres saloperies, parce qu'on parle du glyphosate, mais je peux vous en faire une liste à l'après-vert, moi, d'autres produits qui sont bien aussi dangereux que le glyphosate. Bon, donc, on les avait enlevés. Mais j'en utilisais toujours. Et puis, j'avais un problème, parce que moi, la zone où j'habite, il y a beaucoup de riverains. Et je me disais que même si j'utilisais peu de produits, c'est-à-dire qu'on avait diminué pratiquement de 70%, mais j'en utilisais un peu, c'est-à-dire que je me gardais toujours un peu de chimie au cas où. S'il y avait un problème, je mettais de la chimie. Mais comment je faisais pour les riverains? Alors, voilà, et puis c'était cette question, et puis je suis allé voir des exploitations de la même dimension, parce que je disais le bio, c'est bien sur une petite ferme, mais une ferme comme la nôtre, ça ne peut pas être en bio. Enfin, j'avais plein de prétextes pour ne pas le faire. Voilà. Et puis en voyant d'autres exemples, en prenant du temps, et puis en me disant, et puis techniquement je disais on n'y arrivera pas. Alors on s'est formé, mes 2 salariés et moi, parce que sans eux je ne serais pas là non plus ce soir pour vous parler, parce qu'ils mènent la ferme quand je ne suis pas là. Eh bien on s'est dit, on va peut-être tenter. Alors on ne l'a pas fait sur la totalité de la ferme dans un premier temps, sur 240 hectares, on en a mis 105 en agriculture bio en mai 2015. Donc depuis le 1er mai 2017, j'ai le label bio sur tout ce que je sème, tout ce que j'ai semé, depuis en bio. Et je m'étais dit, la deuxième partie, on verra ça en 2020, quand on aura bien stabilisé la première partie. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, parce que la belle surprise que j'ai eue en bio, c'est que techniquement, quelqu'un m'avait dit, à la vitesse où tu as appris le chimique, tu devrais apprendre très vite le bio aussi. Mais je n'ai pas été tout seul à l'apprendre, parce que mes 2 salariés qui ont été apprentis chez moi, il a fallu aussi qu'ils se forment, et eux aussi ils l'ont appris très très vite. Et puis je dois leur tirer un sacré coup de chapeau, parce que j'ai peu de mérite sur les récoltes qu'ils ont fait cette année, parce que au mois de juillet, quand il fallait récolter, moi j'étais à l'hôpital. Et puis quand il a fallu semer les haricots verts, parce que nous faisons des haricots verts de plein champ, ils ont tout assumé, et moi j'étais à l'hôpital. Donc,
même s'ils ne sont pas là, il faut que je pense à eux. Et donc ce défi technique, on l'a relevé. Et comme on l'a relevé et ils sont bons, mes 2 salariés là, eh bien les résultats économiques ils sont au rendez-vous. Et donc en ce moment, on gagne plus d'argent avec la partie qui est en bio qu'avec la partie qui est en chimique. Donc, alors il ne faut pas que je le dise encore trop fort parce que normalement, ce n'est pas vous qui aurez l'annonce officielle. Mais je vais vous le dire tout bas, le 1er mai de cette année, tout sera en bio. Sur la deuxième partie va passer en bio bien plus tôt que prévu, ça sera cette année. Mais ça, il ne faut pas le répéter. Parce que ça doit être annoncé dans un autre cadre. Mais je vous le dis quand même. Et alors, moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, je vous fais confiance, hein, mais c'est foutu. Et puis, je dirais que ce n'est pas vrai, de toute façon. Je l'ai dit sous le coup de l'émotion. Non, plus sérieusement, ce passage en bio, je l'ai fait en tant qu'agriculteur. Je refusais quand on m'a posé la question. Alors, je l'avais annoncé. On m'a attribué la Légion d'honneur en 2015. Enfin, c'était en 2014. Et j'avais beaucoup réfléchi avant de l'accepter. Parce que pourquoi moi? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire la Légion d'honneur? Et puis, mon papa, qui était encore vivant, m'a dit, mon petit gars, ça se refuse pas. Et puis, tu t'occupes pas. Si on te la remet, pense à tes 2 grands-pères qui ont fait la guerre de 14, s'ils étaient là, ils te diraient que, bon, une chose. Après, les gens m'ont dit, tu t'en serviras. Si la nation te le remet, quand un ministre te fermera la porte, tu pourras lui dire, et ça, je peux vous dire que je sais faire. Alors, je ne mets pas la rosette pour coincer la porte, mais je mets mon pied, et je lui rappelle que s'ils me l'ont donné, et je suis capable de la rendre, et je suis capable de faire venir les médias. Mais c'est à ce moment-là que je l'avais annoncé, et c'est Nicolas Hulot, parce que je ne voulais pas que ce soit quelqu'un de politique, qui me la remette, et c'est Nicolas Hulot qui me l'a remis à ce moment-là, et j'étais assez fier que ce soit lui qui le fasse. Je lui avais demandé, il l'a fait, et c'est là que j'avais annoncé que je passerais en bio. Et ce matin, on s'est croisé vite fait avec Nicolas, parce que j'arrive de Paris d'une réunion où il y avait 3 ministres, et il me dit, t'en es où? J'ai dit, maintenant tu n'as plus le temps de m'écouter, donc je te le dirai plus tard. Mais voilà, mais j'ai dit, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, il me dit, c'est super, faut que tu le mettes. Je dis, je le dirai plus tard. Ce que je lui ai dit vite fait, je vais vous le dire ce soir, et je l'ai déjà dit, je n'aurais jamais imaginé avoir autant de bonheur, parce que c'est ma décision d'agriculteur, à avoir autant de bonheur à retourner dans mes parcelles. Parce que quand je rentre dans mes parcelles bio, je me sens libre. Quand je dis libre, c'est que ce que je fais aujourd'hui ne dépend pas d'un technicien qui m'envoie sur mon smartphone, il y a tel et tel puceron qui vole, il faut traiter. Parce que moi je connais des paquets d'agriculteurs qui ne vont plus dans leur champ. Voir ce qui se passe. Et donc ils reçoivent l'information et paf, ils déclenchent le traitement. On dit c'est une aide à la décision. Tu parles que c'est une aide à la décision. C'est tellement confortable d'avoir l'information. Donc ils balancent de l'insecticide, par exemple, je prends ça parce que on a déjà eu des informations dans ce sens. Ils y vont. Là, moi, je vais dans mes champs. D'abord, je revois une flore et une faune que je ne voyais plus. Je revois des gibiers. Le cœur de la ferme, j'ai la chance d'habiter sur un ancien domaine que j'ai loué au moment où je me suis installé, enfin 2 ans après. Et donc, je suis au cœur de la ferme, il y a 80 hectares qui m'entourent. Il n'y avait plus de gibier, il n'y avait plus rien. Puis aujourd'hui, je vois des lièvres, je vois du faisan. Alors bon, les renards, mais pas toujours. Mais si, les renards, c'est pas les pesticides. Et je suis pas chasseur, mais je revois tout ça. Cette notion de liberté, jamais je l'aurais imaginé avant. Jamais. Voilà, ce que je décide, c'est moi, c'est pas... Alors bien sûr que je le fais en réflexion avec mes gars, avec aussi un technicien qui nous aide, mais je ne dépends pas et me dire, je ne suis pas stressé en disant, bon sang, parce que sur la partie chimique, comme ça va tellement bien, à une époque on avait la trésorerie pour acheter nos produits. Maintenant on n'a plus de trésorerie, c'est la coopérative qui fait l'avance. Donc on se dit, mais bon, pourvu qu'il y ait au moins assez de rendement pour payer les produits. Quand je fais le bilan du bio, j'ai une trésorerie beaucoup plus saine au bout de 3 ans, que sur la partie, alors que je suis parti à 0, que sur la partie chimique. Donc, d'un point de vue, plein de choses que j'aurais sous-évaluées. Voilà, j'ai été long parce qu'on m'avait dit 45 minutes, j'ai mis 1 heure, je vous répondrai à vos questions. Je vais juste te dire tout à l'heure, vous avez parlé de la terre et de responsabilité. En tant que porte-parole de l'association, moi j'interviens beaucoup auprès des politiques. C'est un travail que je fais, et je le fais en France. Je le fais au niveau européen, à mon petit niveau, mais quand ils m'invitent, j'y vais. J'ai eu l'occasion d'aller témoigner aussi en Afrique. J'arrive d'Argentine. J'étais en Argentine avec une équipe de France 2 il y a 15 jours. C'était un peu de la folie parce qu'on a fait 30 heures de vol pour rester 3 jours sur place. Ce que j'ai vu là-bas dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'il y a
il y a des gens qui meurent au quotidien de l'usage intensif de ces produits. On n'est pas en train de parler d'1,5 litre de glyphosate à l'hectare, on est en train de parler de 15 litres mélangés avec des éléments chimiques qui rentraient dans la composition de l'agent orange. Pour ceux qui ont suivi, l'agent orange, c'est ce qui était pulvérisé pendant la guerre du Vietnam. Donc il y a du 2,4-D, il y a plein de saloperies. J'ai vu des enfants dans un service de néonatologie qui naissent, ça dépasse. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'ils n'ont pas filmé, puis c'est très bien. Mais en les voyant, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais dit au Parlement européen, spontanément. Je lui ai dit que j'étais un autodidacte. Mais cette phrase, après, j'ai souvent repris. J'ai dit, tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on vit à crédit financièrement sur les générations futures. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'économistes qui le remettent en question, ou à part les... Bon, tout le monde s'accorde à dire que sur les ressources naturelles, on vit à crédit sur les générations à venir. Mais ce que je vois avec les perturbateurs endocriniens, et où je suis fier aujourd'hui d'avoir ouvert les yeux et changé mes méthodes, et j'espère, Mathilde m'a dit tout à l'heure, si on arrive à convaincre 1 ou 2 agriculteurs ce soir. Moi, je veux convaincre personne, je fais part de mon expérience. Enfin, je veux convaincre. J'espère qu'à travers mon expérience, plus exactement, peut-être que certains parmi vous vont se poser des questions, les convaincre ce soir, certainement pas, mais se diront dans quelques temps, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Moi, je n'ai pas toujours raison, hein, mais là-dessus, je pense quand même. Et alors, je reviens sur ce que je leur ai dit. C'est que, sur les enfants, non seulement on leur laisse une planète en mauvais état, non seulement ils vont payer nos dettes, mais c'est qu'avant même qu'ils soient nés, leur espérance de vie, on la remet en question. Si ça, c'est pas un crime contre l'humanité, il faut me l'expliquer. Je l'ai dit spontanément, on m'avait dit, vous avez été trop fort. Eh bien, vu ce que je viens de voir encore en Argentine, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un crime contre l'humanité. On m'avait demandé de venir témoigner à La Haye pour le tribunal, vous savez, Monsanto. J'avais dit, il ne faut pas parler d'écocide, il faut appeler un chat un chat. Et je n'avais pas encore vu ce que j'ai vu là-bas. C'est vraiment, si on continue sur ces utilisations, mais les chiffres sont là, mais tu sais, les chiffres, ils ne sont pas assez parlants. Parce que même quand on a les chiffres, il y aura toujours des gens pour vous dire « Oh oui, mais dans ces études, il y a ceci, il y a cela. » Non. Moi, ce que j'ai vu, et ce que j'ai pu voir aussi en Afrique, c'est vraiment continuer à se fermer les yeux et à utiliser cette chimie telle que j'ai pu le faire. Alors, je ne vais pas me trouver d'excuses de ce que j'ai fait dans les années 90, peut-être 1 ou 2. Ce système-là, il n'a pas été choisi uniquement par les agriculteurs, mais par notre société. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais je pourrais vous montrer des chiffres. Pourquoi, dans les années 70-80, l'État a demandé à la grande distribution de compenser une inflation à 12% par baisser le prix de l'alimentation, parce que c'est comme ça qu'on allait donner du pouvoir d'achat à la ménagère. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est des chiffres qu'il faut bien connaître, que c'est des décisions qui ont été prises. Premier point. La deuxième, où on a cette responsabilité, peut-être aussi qu'il faut entendre qu'à l'époque, peut-être que certains le savaient, mais on n'avait pas forcément les connaissances que l'on avait aujourd'hui. Mais peu importe ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire que sous le prétexte de vouloir maintenir un panier bas, on ne sait pas que ces produits vont tuer des milliers, je dis bien des milliers, nous agriculteurs en premier, des consommateurs, des riverains, et que ça, on est en train de tuer des gens. Donc il faut vraiment prendre confiance. Et si tout ce que j'ai vécu durement peut servir à ça, ben je veux bien être là ce soir pour dire on ne peut plus continuer parce que cette agriculture-là, telle que je l'ai pratiquée, c'est une agriculture mortifère. Voilà, je suis désolé, j'ai été vraiment trop long.